On commence donc avec les mentions honorables. Donc, Persona 1 et Persona 3 pour leur gameplay absolument fantastique, E=M6 qui a été mon premier jeu sur DS, Steins Gate Zero pour la bande son, Detroit Become Human parce que j'aime beaucoup l'écran titre, et voilà. Call of Duty Ghosts pour sa narration absolument exemplaire, Hotel Dusk Room 215 pour sa fin que je n'ai jamais atteinte, et enfin Courrier dans la place que l'on ne présente plus. Après ces fabuleuses mentions honorables, commençons ce top. Donc, numéro 10, Coming Out on Top. C'est un visual novel de type drague, simulation de drague, avec pas mal d'humour et quelques surprises. J'ai fait ce visual novel sur PC, donc la version Steam et aussi la version de 2015, il me semble, avec moins de routes, avec beaucoup moins de choses. Et je pense que c'est un incontournable des visual novels gays, parce que c'est bien réalisé, c'est beau, la bande son est assez bonne aussi, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de contenu. C'est aussi ce qui surprend, les développeurs ajoutent tout le temps du contenu, et c'est du contenu de qualité, c'est pas là pour faire joli. Enfin, si, un peu, mais... Bref, et du coup, moi j'ai beaucoup aimé ce visual novel. Bon, vous attendez pas un scénario dantesque, hein, ça reste un simulateur de drague, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on s'identifie, les personnages, les scènes, le jeu a beaucoup d'autodérision, et c'est un élément que j'ai beaucoup apprécié dans ce VM. Le script est très bon aussi, c'est-à-dire que les personnages ont tous leur propre voix, leur propre façon de parler, et ils sont tous marquants à leur façon. Et mine de rien, des visual novels avec des personnages qui sont marquants à ce point-là, c'est rare, parce que en général c'est des stéréotypes, des clichés, tout ça, alors que là, le jeu se sert des stéréotypes, mais rajoute par-dessus. Et c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Il y a des personnages qui au début je me disais ouais bon j'ai pas trop envie d'en savoir plus sur lui, puis à la fin je me disais ah en fait si. Donc voilà, pour moi c'est un incontournable. C'est tout. 9ème place donc, nous avons Ghost Trick. Ghost Trick sorti sur DS, qui m'a été recommandé par un ami il y a très longtemps pendant un voyage en Italie, avec ma classe de 3ème. Oh, ça fait longtemps. Et cet ami, en me parlant du jeu, m'a spoilé la fin pour me donner envie. Et ça a fonctionné. Du coup, j'étais au courant du plus gros twist, mais je savais pas du tout ce que ça racontait à part ça, et ça m'a donné envie, et tout ce que j'ai envie de dire à propos de ce jeu, c'est que jouez-y, parce que le gameplay est bon, les personnages sont marquants, et aussi, la bande son est sympa, elle est pas excellente, mais elle a du punch, elle peut rappeler une certaine série avec certains avocats, et bien sûr, ce jeu aura donné naissance au personnage le plus aimé de l'histoire des visual novels, je veux dire Missile. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il y a quelques moments un peu chiants. Par chiant, je veux dire un peu galère. Mais la plupart des chapitres sont assez pas cons. Le jeu a une bonne difficulté, je trouve. C'est ni trop compliqué, ni pas assez, j'ai trouvé. Et c'est assez rare, mine de rien. On peut voir que dans une certaine autre série avec certains avocats, il y a des problèmes de difficulté, et c'est souvent un des soucis des visual novels qui proposent des choix, un minimum de gameplay, c'est qu'ils savent pas vraiment doser la difficulté. Mais ici, je trouvais que Ghost Trick avait une difficulté très bonne, ni trop, ni pas assez, et que cette difficulté fait sens, c'est-à-dire que on est avec Cicel, et c'est normal qu'il ait du mal à accomplir ses buts. Enfin, je veux dire, il peut prendre possession des objets, mais il découvre ses pouvoirs en même temps que nous, et c'est assez bien mis en scène comme jeu. Donc voilà, je vous le recommande évidemment, vu que c'est dans mon top 10. Numéro 8, Professor Layton et le destin perdu. Alors ce jeu, je pense qu'on y a à peu près tous joué.
je me rappelle, je suivais la série dès la sortie du premier jeu, et c'était assez drôle de voir tout le fandom se réveiller au fur et à mesure des sorties des épisodes, parce que je me souviens qu'on était tous en train de se spoiler, enfin on était tous, façon de parler, en train de se spoiler sur le jeu alors qu'il venait de sortir au Japon. Il y avait un forum consacré au fandom français de Professeur Layton, et il y avait des extraits des cinématiques japonaises, et on discutait des twists comme ça. Et je me souviens parce que ça m'avait vraiment marqué de voir des gens prendre la peine de sous-titrer les trailers japonais en français. Et je crois que c'est un des trucs qui m'a donné envie d'étudier le japonais. Et bref, à part ça, très bon jeu. Le scénario, pour moi, c'est le meilleur de tous les Layton. Et c'est ni trop prévisible, ni pas assez. Je trouve qu'il y a un bon mélange, là aussi. La bande-son est bien. Il y a quelques morceaux qui me saoulent, comme le thème de Londres. Les deux. Mais d'un autre côté, le thème principal est génial. Le thème de l'énigme est sympa. Enfin voilà, c'est un bon mélange. Les personnages sont attachants. J'aime beaucoup le Luke du futur. Je l'aime beaucoup. Et je pense que c'est vraiment le point fort de la franchise. Et la seconde trilogie a essayé de faire autre chose. Il a bien réussi le coup, mais c'était pas au niveau des premiers jeux. Et puis on a eu Lady Layton qui était passable. Donc voilà. Numéro 7, Your Royal Highness. C'est un jeu assez peu connu, et il n'a pas beaucoup d'envergure. Et je me demande toujours ce qui m'a pris de le mettre à cette place-là du top, mais soit. Dans ce jeu, donc, vous êtes un prince qui aimerait se trouver un copain. Sauf qu'il y a plein de princesses qui le courtisent, et en plus, il se retrouve au règne du royaume, parce que ses parents font un petit voyage. Et donc du coup, en gros, il me semble que c'est 60 jours sur lesquels le joueur peut gérer un royaume, et éventuellement se trouver un petit copain. Et ce jeu fait chaud au cœur. Ma première partie, je l'ai faite... j'ai tout fait d'affilée. J'ai dû rester 4-5 heures peut-être, donc pour les 60 jours. Et j'étais de super bonne humeur. Et j'en avais vraiment besoin, parce que c'est un moment où j'allais pas très bien, et j'ai testé ça par hasard, et j'étais trop content en jouant à ce jeu. Et je sais toujours pas pourquoi, mais ça rayonne. C'est un jeu qui rayonne, c'est tout. C'est pas fantastique dans le sens où il n'y a pas de grand twist, il n'y a pas de... Mais la bande son est efficace. J'aime beaucoup le thème principal. C'est très créatif. Et quand je dis créatif, c'est vraiment très créatif. Bon, il y a un bémol, c'est que c'est un jeu fait avec Ren'Py. Et pour ceux qui ont déjà touché avec Ren'Py, c'est un nid à bugs. Et j'ai rencontré pas mal de bugs sur mes 2 parties. À chaque fois lié au même truc. Et du coup, ça a un peu refroidi. Mais mine de rien, c'est un jeu qui a réussi vraiment à me donner le sourire, un grand sourire. Et rien que pour ça, il mérite sa place dans le top. Donc voilà, si vous êtes curieux, je vous conseille d'y jeter un œil. Bon, les bugs c'est gênant, je vais pas mentir, mais d'un autre côté, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Voilà. Numéro 6, The World Ends With You. Alors, je m'attendais pas du tout à mettre dans ce top, parce que étrangement, je me suis jamais senti subjugué par ce jeu-là. La bande-son est géniale, le style graphique est génial, le gameplay est génial, l'histoire est vraiment cool. Mais j'ai jamais été vraiment dans la hype de ce jeu-là. J'aime beaucoup le jeu, j'adore Hanekoma et Joshua, mais je sais pas, ça a jamais vraiment cliqué. Mais de l'autre côté, je trouve que le jeu est tellement bon, tellement créatif, je pense qu'il saisit vraiment l'élément
l'élément jeune de la culture japonaise. Évidemment, ça se réduit pas à ça, et je suis pas un expert de la culture japonaise, mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté vraiment à la fois proche et distant de jeu par rapport à ma culture, qui me rendait vraiment curieux et intrigué par ce qui se passait. La bande son, qui est vraiment excellente. Bon, il y a des morceaux un peu moyens, mais la version Final Remix sur Switch a absolument tout corrigé. Tous les défauts que je peux trouver à la bande son ont été corrigés. Bon, les morceaux sont toujours pas parfaits, mais il y en a des vraiment géniaux. Quant au gameplay, j'y ai joué que sur DS, mais il y a un mode que j'aime beaucoup sur Switch, c'est celui où on joue les deux personnages avec... je sais même pas comment ça s'appelle, j'ai pas de Switch, je suis vieux. Mais je trouve qu'ils ont vraiment trouvé une bonne idée en faisant les différents modes de gameplay sur ce Switch, surtout celui-là. J'essaierai de vous trouver une vidéo ou je ne sais pas quoi. Bref, on s'en fout. En 5ème place, nous avons Beyond Eden. C'est un visual novel coréen qui se passe à l'ère victorienne et qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais la traduction française, évidemment. Ça se passe à l'ère victorienne, dans l'Angleterre, et c'est une histoire de complot, de drame, de romance aussi. Et je trouve qu'il y a un mélange absolument sublime entre cette dimension un peu thriller, cette dimension théâtrale, et cette dimension romance, qui est au final assez peu présente. Bon, évidemment, ça reste un visual novel pas hétéro, mais je pense que l'intérêt du VN se situe vraiment dans sa romance, mais aussi beaucoup dans tout ce qu'il propose d'autre. Les compositions musicales sont assez belles, c'est quasi que du piano, et j'aime beaucoup le piano. Le script est très beau, dans le sens où c'est bien écrit. C'est très bien écrit, et c'est un des rares VN où je me suis dit que pas une fois je me suis ennuyé. Tout le temps j'avais envie de lire la suite, je me suis enfilé le VN très rapidement, j'avais juste envie de le continuer, de le terminer, parce que je voulais même pas que ça se termine, parce que je me disais que j'appréciais tellement l'expérience que je voulais pas que ça se termine. Et je me souviens, quand j'ai fini ma première route, j'étais pas au courant qu'il y en avait d'autres. Enfin, je me disais qu'il y en avait peut-être 3, 5, 6, par là. Et quand j'ai vu que c'était pas du tout ça, j'étais assez choqué et je me suis vraiment réjoui. Parce que ça voulait dire que ce VN allait être bien plus long que ce que je pensais, et j'en étais assez content. Donc, excellente surprise. Je vous recommande très chaudement Beyond Eden. Voilà. En 4ème place, nous avons Valhalla. Valhalla qui est un super VN. Il y a une atmosphère vraiment presque onirique, grâce à la bande-son très cool. Et grâce à tout l'univers, en fait. Bref, ça se passe dans le futur, et vous jouez Jill dans un bar. Elle sert des boissons et elle écoute les histoires de ses clients. Alors dit comme ça paraît très palpitant, mais en fait, c'est très fun. C'est très fun, vraiment. Ça se passe sur une vingtaine de jours, et c'est très fun. La galerie client est très hétéroclite. Il y a une véritable alchimie entre les personnages, il y a énormément d'humour. Il y a plein de fois où j'ai rigolé. C'est très chill comme jeu, en fait. Et encore une fois, la bande-son est géniale. Malheureusement, parce qu'il y a un malheureusement, la raison pour laquelle c'est en 4ème place et pas plus haut, je crois que c'est strictement parce que j'ai eu une expérience assez douloureuse sur PS Vita. Parce que oui, j'ai joué sur PS Vita, et entre les ralentissements, les bugs, les pertes de sauvegarde, les nombreuses pertes de sauvegarde, j'ai pas eu j'ai fait une partie où j'ai eu la plus mauvaise fin à la fin, et pas que ça me dérange, et après j'ai fait une autre partie en nouvelle partie plus, en New Game Plus,
donc avec des avantages. Et le truc, c'est que j'ai pas la patience de me faire 4 jours dans le jeu de suite sans sauvegarder, juste parce que mes sauvegardes ne fonctionnent pas plus. C'est assez... voilà. Mais même si j'ai pas vu le fin mot de l'histoire, ce jeu m'a énormément marqué. Et je vous le recommande très très chaudement. Surtout que je crois qu'il y a une traduction française qui est en cours et qui est presque finie, non ? Qui sort bientôt, et je suis assez intrigué de voir comment ils ont traduit certains passages, les boissons, tout ça. Voilà. Troisième place, Virtue's Last Reward. C'est pas étonnant pour ceux qui me connaissent, mais Virtue's Last Reward a une place énormément, vraiment une place conséquente dans mon vécu. C'est le premier jeu en anglais que j'ai fait, le premier vieux Noël en anglais que j'ai fait, et je l'ai fait à 12 ans. Et j'ai passé, et il y en a qui vont m'accuser de mentir tout ça, mais je ne mens absolument pas, j'ai passé plus de 700 heures. Oui, pas 70 heures, pas 7 heures, 700 heures. Et ce jeu, je le connaissais par cœur. Je savais quelle décision menait à quoi, je savais qui allait dire quoi à tel moment, je le connaissais par cœur. C'est le jeu qui m'a donné le goût à l'anglais, c'est celui qui m'a donné envie de faire de la traduction, c'est celui qui m'a tout donné. Et rien que pour ça, je lui suis éternellement reconnaissant. En dehors de ça, le Virtue's Last Reward, c'est le deuxième volet de la série Zero Escape. Donc après le 999, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, et avant Zero Time Dilemma. C'est une sorte de thriller scientifique basé entre autres sur le concept du dilemme de prisonnier. Et si vous ne connaissez pas le dilemme du prisonnier, allez vous renseigner tout de suite, c'est fascinant. Et pareil, il y a l'humour, il y a beaucoup de twists, et les twists, je les ai adorés. Quand j'avais 12 ans, alors j'étais facilement impressionnable, et maintenant, disons que je suis forcément biaisé sur ce jeu, et je peux pas vraiment vous dire si tel twist est véritablement efficace, vu que bon, voilà. Mais ce jeu m'a vraiment marqué, énormément marqué. La bande son est géniale, de toute façon Shinji Rozo il fait toujours des musiques géniales, on a pu le voir dans toute la série. Le scénario est très bon, les personnages sont bons, et voilà, je pense que c'est vraiment le second jeu qui m'a le plus marqué. Bien évidemment, le VN qui m'a le plus marqué, c'est le sanglot des cigales, autrement dit Higurashi no Nanaku Colony en japonais. Ici, je vais surtout parler du tome 5, parce que pour moi c'est le meilleur. Alors déjà, on va dire déjà, le sanglot des cigales, ça a une importance, une grande importance dans mon vécu aussi. J'ai fait les 6 premiers tomes en une semaine, pendant les vacances, il y a très longtemps. Et je dis souvent que ça m'a sauvé la vie. J'étais en dépression, en vraie dépression. Et c'est une des choses qui m'ont aidé à tenir, à me remettre, à me relever et à aller mieux. Et j'ai pas les mots, c'est une expérience. Je sais que la plupart des gens qui ont fait ce VN n'ont pas eu le même ressenti que moi, ils vont me dire oui, bon, ça valait peut-être un 7, un 8, un 9, mais pour moi, non, ça valait un 10 sur 10 parce que c'est vraiment ce que j'attendais, ce dont j'avais besoin au moment où j'avais besoin. Et j'ai envie de dire aussi que la traduction française est absolument magique. Elle est parfaite. Quand j'ai lu la version française, je me suis dit, c'est là que j'ai commencé à vraiment faire attention aux traductions françaises, et je me suis dit que cette traduction-là, celle du Sanglot des cigales de Pierre Bancoff, c'était une traduction parfaite. Vraiment. Il y a des coquilles, mais sur 100 heures de lecture, c'est normal qu'il y ait des coquilles. Et
Il y a des expressions, il y a du patois, il y a tout, il y a vraiment des super trucs trouvés. Et quand je vois à côté les traductions anglaises, par exemple de Steam, qui sont moins créatifs, qui sont un peu plus convenus, je trouve ça un peu dommage. Et donc voilà, oui, le tome 5, parce que il dure à peu près, je dirais, 15 heures, 20 heures, et c'est 15 heures où on ne s'ennuie pas, c'est 15 heures où on a quelques réponses, mais pas beaucoup. C'est le premier tome de l'art des résolutions, et les personnages sont attachants, c'est là que la bande-son commence à devenir vraiment bonne. Il y a des bons twists, même si j'avais déjà à peu près compris l'énigme à ce niveau-là. Les personnages sont géniaux, en particulier bien Mion et Chion, qui m'ont vraiment marqué dans ce tome-là. Et c'est compliqué d'expliquer parce que c'est vraiment une affaire de ressenti, c'est pas rationnel. Rationnellement, je pourrais dire que Igarashi est très bien écrit. Même ça, c'est pas rationnel. C'est vraiment une histoire d'impression et encore plus dans ce cas précis. Donc voilà, ça m'a sauvé. Igarashi m'a sauvé et je pense pas être le seul. Donc rien que pour ça, ça mérite sa deuxième place dans le top. Et en première place, nous avons... Danganronpa Another Episode, Ultra Despair Girls. Donc, ce jeu est un jeu merveilleux. Il a un script d'enfer. C'est le meilleur script de la saga Danganronpa, sans même... c'est sans ironie pour le coup, c'est vraiment... C'est le mieux, et c'est l'opus le mieux écrit de la série. Le jeu, l'histoire sort enfin de son côté manichéen habituel. Les personnages ont tous différentes facettes et il y a beaucoup d'exploration du gris plutôt que du noir et du blanc. Et dans la série, c'est ce qui manquait. Le jeu n'hésite aussi pas à aborder des sujets sensibles, évidemment. Mais en dehors de son script absolument génial, le style du jeu, le jeu a un style de ouf. Merde. Sans deck. Les couleurs, les modèles, les éléments 2D dans les menus, tout ça, c'est tout un tas de petites choses qui font que le jeu est super beau à regarder pour de la vita et même tout court. Le jeu, je trouve ça visuellement vraiment abouti. La bande son n'est aussi pas en reste. Il y a 2-3 morceaux qui sont un peu moyens, mais la plupart sont vraiment géniaux, que ce soit les versions alternatives de thèmes déjà prises dans les autres jeux, ou alors les nouveaux thèmes. Il y a vraiment du très 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 bon. Le gameplay est sympa aussi. Même plus que sympa, je dirais que c'est un bon gameplay. C'est pas au goût de tout le monde, et la visée peut paraître un peu mal foutue, mais il y a de la diversité, on peut prendre les choses de différentes manières, on peut progresser par différentes choses, et je me suis vraiment amusé en faisant ce jeu plusieurs fois à 100%, et en continuant de le faire, parce qu'il faut bien tester pour ma traduction. Évidemment, le jeu a des défauts, mais j'ai jamais dit que ces 10 VN étaient les meilleurs VN de tous les temps, j'ai juste dit que c'était mes VN favoris. Et si je prends Danganronpa Another Episode du point de vue d'un VN, pour moi c'est un VN absolument phénoménal. Il réussit un peu tout ce que Danganronpa V3 a échoué. Et si je développerais, je spoilerais, et j'ai pas envie trop de spoiler dans cette vidéo. Pour moi, Another Episode c'est le point culminant de la série. On a eu DR1. DR1 qui était sympa, original. DR2 qui a vraiment amélioré quasiment tous les points de son prédécesseur, qui avait encore quelques soucis, mais voilà. Et enfin, on a eu Another Episode, qui était le point culminant, le plus abouti techniquement. Puis on a eu DR3. Puis on a eu V3. Donc voilà.
Non, je déconne, on a aussi un numéro 0 dans notre top 10. Oui, parce que c'est mon top et c'est moi qui fais ce que je veux, c'est tout. Et j'avais commencé ce top dans l'optique de ne faire qu'un seul jeu par série. Ce qui pourrait paraître compliqué aux yeux de certains, mais qui est en fait extrêmement facile quand on a fait pas mal de veines. Le truc, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est un cas extrêmement compliqué. Donc le numéro 0, c'est le tome 7 d'Umneko no Naku Korone, à savoir Requiem of the Golden Witch. C'est une sorte de joker. Parce que Umneko a beaucoup de soucis, notamment dans son rythme, dans son côté parfois fluide des choses, et c'est une série de veines qui a tendance à beaucoup trop compliquer les choses pour pas grand chose au final. Et le tome 7 est à la fois simple et calme. Il y a une véritable ambiance solennelle dans ce tome et c'est assez différent du reste de la série. Ce qui s'explique par des circonstances de la vie réelle qui ont fait que... Voilà. La bande-son n'a pas vraiment de faute, elle est superbe, elle sort encore un peu des sentiers battus, la narration se permet plein de trucs vraiment cool. On a des réponses, mais juste la quantité qu'il faut, c'est-à-dire ni pas assez, ni trop. Il y a des moments d'anthologie, il y a ce tome à Paris, les meilleurs moments du VM. Mais voilà, ça reste Umneko, et je peux pas le compter dans le top 10 parce que j'ai déjà le Sangle des Cigales, et je peux pas compter ça dans mes mentions honorables parce que ça c'est du troll. Comme si ce top n'en était pas un... Bref, tout ça pour dire, je sais, quand les gens disent qu'ils vont faire une écho en VM, je sais jamais trop si je devrais les encourager ou leur dire de lire le manga. Parce que voilà, pour moi le VM a vraiment trop de problèmes, et même si Umneko est beaucoup plus abouti, complexe et complet que Higurashi a le mérite d'avoir une histoire simple et beaucoup plus intéressante de prime abord. Et je me suis 100 fois plus amusé en lisant Higurashi même dans ses pires moments qu'en lisant Umneko dans ses meilleurs moments. Donc, voilà. Ce qui ne m'empêche absolument pas d'être un grand fan d'Umneko et d'admettre que niveau qualité, c'est le meilleur des deux. Voilà. Ah oui, pour ceux qui se demandent, mon let's play de Persona 1 et de Persona 5, c'est un peu mort. Voilà, bisous bisous.